Ouais, ok. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Zora Brooks. Je suis la coordinatrice donc, des ARC ici au 15-20. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui donc, les différents métiers de la recherche clinique au sein de l'hôpital des 15-20. Mais avant, permettez-moi de vous... Pardon. Permettez-moi de vous présenter d'abord le centre d'investigation clinique que vous connaissez tous sous le nom de CIC. Donc, le centre d'investigation clinique des 15-20 est une structure hospitalière labellisée depuis 2004 suite à un accord entre l'INSERM et le CHNO. Donc, c'est un lieu de recherche organisé autour d'une spécialité, donc l'ophtalmologie, plurithématique. Donc, à titre d'exemple, imagerie, surface oculaire, glaucome, cohorte, l'évaluation et la réhabilitation de handicap visuel. Elle est considérée comme étant un leader international depuis quelques années, suite à des recherches sur les pathologies en ophtalmologie et en particulier donc, des recherches sur les pathologies rétiniennes. Donc je pense que cette question s'est tous posée un jour en arrivant à l'hôpital en se demandant c'est quoi le rôle d'avoir un CIC au sein de l'hôpital. Donc, il faut savoir que le CIC joue un rôle important comme étant un soutien donc, médical et logistique pour les médecins qui se lancent dans la recherche clinique afin donc de faire leurs essais, toujours en rapport avec les thématiques affichées par le CIC. Différents projets de recherche clinique peuvent être amenés au sein d'un CIC, donc à savoir des études industrielles ou académiques, donc à promotion évidemment externe, ou des études institutionnelles, donc à promotion donc CHNO. Contrairement donc, à un service de soins, donc j'appelle un soin classique, où on peut effectivement réaliser des études. Donc la particularité, ou je dirais même la spécificité d'un CIC, c'est qu'on peut faire donc, différentes phases cliniques, et plus particulièrement donc, les phases 1, où c'est la première administration de traitement à l'homme. Le CIC permet aussi, donc, en plus de plateau technique, ce qui a été donc, présenté sur les deux premières présentations, donc, hautement qualifié, donc un personnel aussi qualifié, formé donc, à la recherche clinique, donc d'avoir des bonnes pratiques cliniques et respect de la réglementation en vigueur, et aussi au manuel des bonnes pratiques professionnelles des CIC. Le premier métier de la recherche clinique qu'on va mettre en lumière aujourd'hui, donc ça va être le métier des assistants en recherche clinique qu'on appelle donc habituellement des TEC. Mais avant, permettez-moi de vous présenter notre équipe d'ARC hospitalière. Donc, on les trouve dans 3 services. Donc, je les nommerai, je suis désolée, je vais aller vite, mais il faut quand même je les nomme. Donc, on trouve Bénédicte Tuba qui a quand même une double casquette. Donc, elle est orthoptiste et ARC au sein du service 3, donc surface oculaire glaucome. Donc, au service 5, on trouve Rim Ayare, donc en cornée chirurgie réfractaire. Sinon, l'ensemble des arcs, on les trouve plutôt au niveau du service 4, donc imagerie dystrophie rétinienne. Donc, je vais aller de gauche à droite et de haut en bas. Donc, Céline Divisme, Dorothée D'Agostinoz, Caroline Roman, Christian Durand, Benoît Blanchard, Waïbek Mich, Némine Guedmine, Lise Plaine, Télis Sadib, Berthe Pomme, Zineb Amani et je termine par Wardia Nimar. Donc, je passe la parole maintenant à 2 arcs qui vont nous présenter. Donc, un qui va nous parler d'une étude institutionnelle et le deuxième arc, donc Christian, va nous parler d'une étude institutionnelle et Céline d'une étude industrielle. Voilà, je vous remercie. J'ai un peu besoin. Bonjour, moi je suis attaché de recherche clinique comme vous savez. En fait je vais vous présenter les activités de l'attaché de recherche clinique, notamment donc, dans le cadre d'études à promotion institutionnelle. Je participe donc à la coordination notamment de l'étude TALA-DME qui étudie donc, les patients qui sont atteints d'occlusion veineuse rétinienne et des patients qui sont atteints d'œdème maculaire diabétique. On leur propose effectivement de rentrer soit dans un bras laser, donc plus... Ah pardon. On leur propose soit de rentrer dans un bras thérapeutique laser combiné avec des injections d'anti-VEGF,
ou alors on leur propose un bras d'anti-VEGF seul. Donc, dans un premier temps, on a la direction de la recherche clinique qui s'occupe du montage du dossier lors de la soumission du protocole aux différentes instances réglementaires, comme l'Agence du médicament, le comité d'éthique, le CPP, et organise également le suivi réglementaire. Donc nous, on est là en soutien documentaire s'il y a besoin, comme des CV de médecins. Là où j'interviens principalement, c'est dans la participation aux mises en place. Notamment, on recueille sur un formulaire de délégation des tâches la signature des différents participants aux essais cliniques. On recueille également les CV des différents participants. On s'assure de la formation des bonnes pratiques cliniques de chaque participant au personnel. Et du coup, on crée aussi, on confectionne des formulaires qui sont à destination des médecins lors des consultations qui sont organisées dans le cadre des visites protocolaires des patients. On aide également à la sélection des patients. Donc on organise ce qu'on appelle du pré-screening avec les médecins qui voient leurs patients habituellement dans les consultations et qui vérifient avec nous les critères principaux pour pouvoir proposer aux patients de rentrer dans une étude clinique comme celle à la DME. Et enfin, nous, on vérifie, on suit le patient selon un calendrier d'études. Donc, on programme les visites, on les suit aussi dans leurs examens de visites protocolaires. Il y a aussi une grosse étape de recueil et de saisie de données cliniques dans le cahier d'observation, qui est un cahier qui permet de récolter les données qui sont demandées dans le cadre du protocole par le sponsor pour chaque visite qui sont faites par le patient. Et on répond aux requêtes du sponsor, qui sont des queries, qui sont des demandes par rapport à des incohérences qui sont liées justement aux données que l'on a pu récolter. Et donc on assiste également l'ARC promoteur, qui est un ARC mais côté sponsor, qui vient vérifier la fidélité des données qui sont récoltées dans ce fameux cahier d'observation en comparaison des données du dossier médical du patient. Et il vérifie également la conformité par rapport au protocole et par rapport à la réglementation. Donc nous, on l'aide dans cette démarche-là. Et enfin, on assiste ce qu'on appelle les médecins référents de chaque étude ou principal investigateur dans notamment la déclaration de ces fameux événements indésirables graves. Et on déclare ces événements auprès de la pharmacovigilance, et cela sous 24 heures. Voilà. Et je laisse ma collègue Céline Devis me présenter le côté promotion privée. Merci Christian. Bonjour. Alors, je vais compléter du coup uniquement puisque pour les études industrielles, beaucoup de choses sont assez semblables aux études académiques. Donc, les études industrielles, ça va être plutôt des études thérapeutiques. Pour le CIC, notamment tout ce qui est biothérapie innovante. Donc, on va avoir des thérapies géniques, thérapies cellulaires, moléculaires. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui est mise en place des études qui sont semblables, si ce n'est qu'en amont, c'est le promoteur industriel qui fait toutes les démarches. Mais nous, après, en tant qu'attaché de recherche clinique, on va, pareil, collecter les CV, tout ça, mais ensuite, également, collecter les données pour les saisir dans l'ICRF. Mais dans les études industrielles, la spécificité, qui a peut-être un petit peu moins dans les études académiques, c'est qu'on va avoir des relations avec beaucoup d'autres services, notamment la pharmacie, puisque on est avec des traitements, pardon. La pharmacie qui va réceptionner ces traitements. Et c'est pour moi, non. Réceptionner les traitements, les préparer et les dispenser. Je précise que du coup, dans les essais industriels, on va parler d'études en double insu, pour ne pas dire double aveugle. En ophtalmologie, ça fait mauvais genre. Et donc, on va avoir une équipe dite masquée et une équipe non masquée. Donc l'équipe masquée, ça va être le médecin et le patient, notamment, qui ne sauront pas quel est le traitement dispensé aux patients.
et l'équipe non masquée, donc la pharmacie qui est au courant du traitement, notamment de la dose ou du traitement ou placebo, et un attaché de recherche clinique va donc être non masqué, c'est celui qui fera le lien entre la pharmacie et donc l'administrateur, qui va être aussi donc un médecin investigateur, qui pourra être donc aussi non masqué, c'est celui qui va donc injecter éventuellement le traitement par injection intravitréenne, comme ça peut être aussi en sous-rétinienne, donc au bloc opératoire. Enfin voilà, pour récupérer ensuite les traitements qui retournent à la pharmacie pour destruction. Donc l'attaché de recherche clinique va en fait suivre toutes ces étapes du traitement jusqu'à destruction. Et puis j'ai oublié aussi de préciser que l'attaché de recherche clinique va suivre aussi tout ce qui est prélèvement sanguin, urinaire, prélèvement aussi en ophtalmologie lacrymale, et puis on a aussi des prélèvements salivaires, notamment pour les recherches ADN qui sont très utilisées dans les thérapies géniques. Voilà en gros, donc on interagit avec beaucoup de services différents dans les études industrielles, et je vais laisser conclure Zora. Une équipe pluridisciplinaire, avec notamment dans notre service, dans les maladies rares, un accueil spécifique, puisque nous avons beaucoup de patients très malvoyants, et donc qu'il faut aider dans les déplacements. Donc c'est aussi le travail des attachés de recherche clinique de les accompagner d'un point à un autre, mais aussi des orthoptistes et des infirmières de recherche clinique aussi. Merci. 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 Merci beaucoup. Donc, c'est pas l'accueil chaque matin, je vous rassure, asseyez-moi sur la photo. Donc, je passe la parole maintenant à Madame Turpin, qui est notre cadre de santé, pour passer donc à la partie orthoptiste. Je demande à Serge de me rejoindre sur le podium. Alors, nous allons co-présenter donc les orthoptistes de recherche clinique. Donc, je suis effectivement Laure Turpin, cadre supérieur de santé au CIC. Et je vais vous présenter les orthoptistes et les infirmières de recherche clinique. Donc, voilà. Donc, les principales missions et tâches des orthoptistes au CIC. Alors, donc, je vais les énoncer rapidement et Serge va compléter, éclairer, voilà, si besoin. Donc d'abord, il faut que les orthoptistes se certifient pour participer aux études cliniques. Alors Serge, comment ça se passe, une certification? Rapidement. Par rapport aux promoteurs, ils nous demandent de savoir faire certaines choses au niveau des examens. De ce fait, il faut leur prouver avec des patients ou sains ou des patients qui ont le même type de pathologie, ce qui nous permet de vérifier la bonne qualité des futurs examens pour l'essai clinique. Donc en gros, ça permet de justifier le fait de participer ou non dans un essai clinique pour un orthoptiste. Merci. Ensuite, bien sûr... Non, là c'est un peu trop rapide. Non, repart... Non, mais non. Attends. Non. Ah, c'est dommage, il n'y a plus de suspense. Bon, alors on repart en arrière. Voilà. Hop, c'est pas grave. Donc, après la certification, bien sûr, il faut réaliser les explorations fonctionnelles en se conformant aux procédures décrites dans le protocole et les manuels techniques. Rien à rajouter, c'est clair. Il faut assurer le stockage local des images acquises au cours de la recherche, documents sources et leur transfert après. Alors aidez-moi parce que j'arrive jamais à le dire. Voilà. Conformément aux procédures du protocole. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? C'est un mot un peu barbare, c'est juste pour expliquer qu'en fait on n'envoie pas des données avec les données nominatives des patients au niveau des promoteurs ou des choses comme ça. De ce fait, en gros, on donne une anonymisation via le protocole pour que le patient soit, entre guillemets, repérable pour nous, mais qu'on ne sache pas exactement à qui ça correspond. De ce fait, le patient reste, entre guillemets, anonymisé, et nous, on sait à quoi ça correspond, effectivement, tout simplement. Alors, là maintenant, je vais vous parler des Central Reading Centers, donc, parce que très souvent, les études demandent une analyse centralisée par un panel d'experts.
Et il est alors demandé d'adresser les métadonnées, c'est-à-dire les informations concernant les conditions réelles dans lesquelles les acquisitions ont été faites, et de s'assurer ainsi de l'absence de déviation majeure par rapport au protocole. En gros, on travaille avec combien de Central Reading Centers ? Un peu plus d'une dizaine, ça dépend, en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Ah. Le but, c'est de vérifier la qualité, c'est le qualitatif entre guillemets de ce qu'on fait, et ça permettra après l'analyse pour le promoteur. Donc ça permettra d'avoir une certaine qualité pour l'analyse derrière pour le promoteur en fait. Voilà. Et les orthoptistes doivent également répondre aux mails et aux questions, queries, que les ARC du promoteur adressent dans le cadre du contrôle qualité des études. Et bien sûr, une partie extrêmement importante, parce que ça permet éventuellement de repérer des profils très intéressants pour nous par la suite, c'est la formation de stagiaires à la recherche clinique, parce que voilà, ça peut intéresser des stagiaires orthoptistes. Et ça, c'est le plus important, parce que recruter en hospitalier, c'est compliqué. Donc en gros, si on arrive à en trouver des bons, on les forme et on essaie de les garder. Alors, quelques images pour illustrer nos propos. Donc. Alors ça, c'est un examen d'OCT classique. Donc sur les coupes tomographiques de rétine, examen classique dans quasiment tous les essais cliniques. Pareil, ça c'est l'analyse des données, la pseudo-anonymisation, où en fait on part d'une fiche patiente et on change le nom des patients pour qu'ils correspondent au protocole qu'on va utiliser pour pouvoir envoyer ces données-là au Reading Center à travers l'Europe ou n'importe où dans le monde. Donc effectivement, il y a le test le nom qui correspond au nom du patient à la base, qui devient un autre nom, c'est les données avec l'autre nom qu'on envoie au Reading Center pour garder effectivement le côté anonyme des patients, puisque les promoteurs n'ont pas à connaître les noms des patients dans la recherche, en fait, tout simplement. Bon là, on est sur des patterns OCT, ce sont des choses un peu plus techniques, c'est qu'en fonction des protocoles, on demande des choses un peu particulières. Donc le but, c'est de savoir aussi utiliser les machines de façon un peu plus fine, un peu plus précise que dans certains endroits. Voilà, je n'ai pas l'impression que mon micro marche, on va faire un échange. Donc pour finir sur la partie orthoptiste, on tenait à vous présenter tous les orthoptistes qui travaillent pour le CIC, donc par équipe. Donc l'équipe surface oculaire glaucome avec Bénédicte Dupas, Guylaine Rabu et Flavie Garnier. L'équipe cornée chirurgie réfractive avec Isabelle Goemer, Roxane Cuyaubert, Christina Georgeon et Marie Lang. Et le gros des troupes, l'équipe qui est positionnée au 4e, donc l'équipe imagerie dystrophie rétinienne, avec Aurore Girmins, Serge Sanchot ici présent, Gémina Lafito, Emmanuel Adida, Laetitia Lassé, Juliette Amodruz, Noklan Nguyen, Victoria Ganem-Sidbon, Côme Legal, Caroline Ivarrou, Anaïs Grimaud, Lucie Verniquet, Céline Chaumette et Zara Aïd Bilal. Donc une équipe très fournie. Voilà. On va passer aux infirmières de recherche clinique avec Gaëlle Martin, à qui je vais donner la parole. Voilà. Bonjour. Donc, je vais essayer d'être synthétique. Donc, je vais présenter le métier d'infirmière de recherche clinique au CIC. Donc, c'est avant tout un travail d'équipe. C'est une équipe pluridisciplinaire, paramédicale et médicale. Donc, nous prenons en charge avec notre aide-soignante du service le patient de son arrivée à son départ afin de garantir donc une prise en charge optimale entre les différents interlocuteurs. Nous sommes amenés à procéder aux différents types d'examens prescrits par le médecin ou qui font partie d'un protocole signé au préalable par le patient. Donc ça, c'est les examens dont Céline parlait tout à l'heure. Voilà. Donc nous procédons aussi avec nos collègues orthoptistes et médecins à la réalisation des angiographies et nous garantissons la sécurité et la surveillance du patient. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les attachés de recherche clinique de la mise en place des études auxquelles nous assistons à la réalisation, technicage et envoi des prélèvements, ainsi que la traçabilité des données dans les logiciels dédiés. Nous sommes aussi détachés lors des injections intravitréennes qui ont lieu donc au centre de la rétine pour certaines études durant lesquelles nous assistons le médecin injecteur et assurons nous aussi avec l'ARC et le médecin l'administration du produit selon les protocoles. Voilà à peu près le tour de ce qu'on fait. Merci Gaëlle. Donc, pendant ce temps-là, j'ai projeté les images d'illustration du travail des infirmières. Donc, voilà.
Et voici notre équipe de choc. Donc Gaëlle. Voilà. Je passe la parole au docteur Girmens. Je vais la garder pas très longtemps parce qu'on est déjà en retard. Donc, en fait, le médecin investigateur, c'est un médecin quand on fait un essai clinique. Et finalement, ce n'est que le chef d'équipe de toute l'équipe qu'on vient de vous présenter. Alors, quand je dis ça, je mets que c'est quand même le responsable finalement de tout ce qui va se passer dans l'essai clinique. C'est lui qui porte la responsabilité donc, de l'essai et il va être soumis donc, à un certain nombre de contraintes, ce qui peut paraître parfois un peu pénible, que c'est ce qu'on appelle les bonnes pratiques cliniques. Concrètement, en fait, elles sont de deux ordres. C'est d'une part assurer le bon déroulement de l'essai, notamment vis-à-vis du promoteur, mais surtout s'assurer que le patient est bien au centre de toutes les considérations. Et c'est bien le patient qui doit primer, les intérêts du patient qui doivent toujours primer, même dans un essai clinique. Et donc, la principale responsabilité du médecin investigateur, c'est de protéger les droits, la sécurité et le bien-être des patients. Alors, à plusieurs niveaux, je crois que je ne vais pas avoir le temps de détaillé, mais il est déjà aidé en ça par les autorités qui autorisent les essais. Mais ensuite, c'est le médecin investigateur qui est responsable de bien sélectionner les patients, de s'assurer qu'il n'y ait pas de danger pour eux. Il va évidemment devoir les informer sur les bénéfices à attendre de l'essai clinique, certes, mais surtout les risques et les contraintes, et obtenir le consentement donc libre et éclairé du patient, et là qui est obligatoirement par écrit, contrairement parfois à la pratique courante. Et il a aussi des responsabilités donc vis-à-vis du promoteur de l'essai pour assurer son bon déroulement qui vous ont été en fait plus ou moins présentés par les différents intervenants à l'instant. Et alors, quel est l'intérêt finalement de faire pour un médecin de participer à un essai clinique et tout le personnel impliqué? C'est d'avoir la satisfaction de permettre à des patients d'accéder précocement à des traitements. Et je crois qu'on a eu la chance ici de participer à certaines études importantes, au moins pour les patients. Je crois que M. Sécheron sera là tout à l'heure dans la session patient. Et donc, on a pu changer le pronostic d'une pathologie habituellement incurable, qui est la neuropathie optique de Leber. On voit des patients qui retrouvent un petit peu de vision alors qu'ils étaient profondément malvoyants avec des rétines artificielles ou grâce à l'optogénétique. On peut aussi avoir l'impression de participer par exemple à l'économie des soins quand on avait fait l'essai GEFAL qui comparait l'Avastin au traitement anti-VEGF qui coûte très cher aujourd'hui et cela aboutit à une RTU qui permet de traiter au moindre coût les patients. Ou par exemple dans un futur très proche, on espère pouvoir faire profiter des patients de traitements, des patients qui aujourd'hui n'ont pas de traitement, c'est les patients atteints d'MLA atrophique. Et on a un certain nombre de projets aujourd'hui pour ralentir l'évolution de cette pathologie. Voilà, je vous remercie.